Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui, nous avons la chance et le plaisir d'être avec Christina et Bernard. Donc, c'est des gens qui nous inspirent beaucoup, voilà, depuis longtemps d'ailleurs. Et donc, on va en profiter pour parler un petit peu de leur vision de la vie, de la nature, de l'autonomie et de leurs projets, parce qu'ils sont plein de projets. Oh oui, de beaux projets, très positifs d'ailleurs. Donc, peut-être on peut commencer par vous présenter. Alors, moi je suis Bernard, Euh, je suis fabricant de copeaux, Mais pas que. mais pas que, et j'aime bien transmettre aussi des choses que j'ai apprises pendant une très très longue carrière, je peux le dire. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans ta carrière tout ce que tu as fait de beau? Ça serait beaucoup trop long. Alors, on peut le détailler un petit peu, nous, La seule parce chose que que j'ai pas fait dans l'inventaire après-vert, c'est le raton laveur. voilà. Donc, Bernard Bertrand a d'abord lutté pour qu'on puisse toujours utiliser le purin d'ortie et les engrais naturels. Voilà, donc ça, c'est quelque chose pour lequel on te remercie, parce que c'est quand même grâce à lui, hein, il a passé 10 ans de sa vie à faire ça, même si tu n'étais pas tout seul, voilà, tu as été pour beaucoup. Et un catalyseur aussi Voilà, qui a permis à ce que ça se passe. Donc Bernard a écrit énormément de livres sur la nature, les plantes sauvages, le travail du bois, la vannerie. Des abeilles. Les abeilles, bah oui. Donc, tu t'es occupé des éditions Terran pendant longtemps. Terran, c'est le nom de la ferme ici. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Et, j'ai d'abord été paysan pendant une vingtaine d'années. Oui. Installé ici avec un projet justement d'autonomie, de petite agriculture, considéré à l'époque comme invivable, mais voilà, j'ai eu à cœur de démontrer le contraire. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai appris en autonomie, déjà sur la ferme familiale, et puis ensuite ici. Ben oui, après voilà, tout mon travail c'était de le transmettre, et la maison d'édition est venue tout naturellement, comme sont venus aussi des films, des documentaires. On parlera peut-être tout à l'heure du dernier, La lettre avec les abeilles, réalisé par Perrine, ma fille, et son compagnon Yann. Voilà, ça fait une vie, oui, ça fait une vie bien remplie. Oui, et je dirais qu'en plus, à côté de ça, vous vous occupez tous les deux de deux magazines. Un magazine Abeilles en liberté, donc sur l'apiculture naturelle et respectueuse des abeilles, et le lien créatif sur la vannerie, et tous ces savoirs qui ont été un peu oubliés pendant un moment et qui reviennent de plus en plus. Voilà, D'ailleurs, la première fois que j'ai entendu parler de Bernard Bertrand, c'est qu'on avait fait un stage de vannerie sauvage proche de chez nous. Et là, on nous a proposé, pour continuer et maintenir nos compétences, un livre sur la vannerie sauvage, écrit par Bernard, que nous avons toujours et qui est vraiment super. Et en plus de ça, au niveau de la vannerie sauvage, ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons tout de disponible autour de chez nous. Donc voilà, si peut-être tu pourras en parler aussi de tout ce qui est vannerie sauvage. Oui, déjà, on peut parler du mot vannerie sauvage. Finalement, c'est Bernard qui a appelé la vannerie rurale, qui toujours a été utilisée par les gens pour faire la vannerie, faire leurs contenants qu'ils ont besoin, mais gratuits. L'idée, c'était vraiment de récolter la matière dans la nature. On n'achetait pas l'osier ou quelque chose pour faire un contenant. Mais ça a été oublié avec le progrès du plastique, etc. Donc on n'a plus du tout utilisé ces matériaux-là. En plus, la main-d'œuvre devient très chère. Et c'est un peu, là tu peux peut-être reprendre Bernard, la passion de Bernard aller voir ces gens-là qui encore
fabriquer des objets, voilà, avec Du ces... collectage. Oui. Voilà. Bah, j'ai appris la vannerie sauvage auprès de paysans. Mais c'est vrai que c'était, à l'époque, je me suis rendu compte quand j'avais 20 ans, c'était donc fin des années 70, début des années 80. Et beaucoup de gens méprisaient ces artisanats-là, parce que c'était plus du tout... c'était dépassé, quoi. Et les gens avaient presque honte de ces savoirs-là, quoi. Et c'est vrai que moi, je me suis toujours dit, bah ouais, j'aimais bien les rencontrer, ces personnes-là. À l'époque, je voyais comme de vénérables vieillards, et maintenant, voilà, j'en suis un, parce que je suis sûr qu'ils avaient mon âge, ou ils étaient peut-être même un peu plus jeunes que je ne le suis, mais à 20 ans, quelqu'un de 30 ans me paraissait vieux. Voilà, et de fil en aiguille, oui, bah... Puis tu as écrit ce livre. Et c'est là où tu m'as rejoint après, avec, dans le travail d'écriture et de collectage. Oui, pour les liens créatifs, donc la revue sur la vannerie. Et là, c'est vraiment passionnant parce qu'on redécouvre en fait ces vanneries rurales, locales, qui sont vraiment très très ingénieux en fait. Des petites astuces, chaque fois on voit, on regarde le panier, on dit bon, il n'y a que des lattes dans un sens et de l'autre, mais quand on veut le faire, on commence à comprendre, ah tiens, c'est pas n'importe comment, il y a tel brin, il a sa place. Donc c'est vraiment très important de revenir faire ces gens-là, de les faire parler. Et notre revue, Les Liens Créatifs, c'est vraiment un outil très très bien pour mettre ça sur papier, en fait. Papier. Vraiment, c'est une sorte de transmission. Oui. Donner un éventail de tout ce qui existe, Oui. parce que c'est énorme en fait. Oui, Ouais. et Garder la mémoire, surtout. Ouais. La mémoire. oui. Ça va disparaître, ça c'est l'un des derniers paniers qu'on est allé voir dans la vallée de la Vésubie, qui a été sinistré peu de temps après notre passage. Et c'est pas de notre faute. Et ouais, il paraît banal, très rustique, mais il y a plein de petits trucs qu'on n'avait encore jamais vus nulle part, quoi. Et ça va très vite. Au bout de 10 ans de carrière de bien créatif, ça va très vite. Oui. Et on ressent aussi avec la revue toutes nos abonnés, en fait, les personnes, ils nous contactent aussi parce que ils apprécient ce qu'on écrit. Donc ils nous appellent, ils nous écrivent des livres, des mails et tout ça. Et on sent un retour vers ces savoir-faire. On redécouvre en fait ces choses-là. On sent qu'on a un besoin de toucher ces matières. Et les gens nous disent toujours oui, on a envie d'aller récolter, tout ça, mais on a perdu. On ne sait plus comment, quel moment. Et on est tous pris par notre vie. Donc on n'a pas le temps de faire la suite aussi. Quand on commence quelque chose comme ça, après ça sèche, c'est plus compliqué. Donc c'est vraiment important d'accompagner les personnes. Et pour nous, c'est vraiment très très agréable de ressentir cet intérêt, quoi. Puis ça a du sens aussi. Voilà. Ça met en lien. Voilà, oui, voilà, c'est vraiment, ça met en lien. Ça met en lien, puis c'est une activité qui est tellement... on parle d'écologie, d'activité durable et tout ça. Et mais d'autonomie. sans s'en rendre compte, et d'autonomie, sans s'en rendre compte, la vannerie, elle associe toutes ces qualités-là. Tout à fait. Et c'est un travail qu'on fait exactement comme nos ancêtres les plus éloignés, juste avec un couteau. On a besoin de rien d'autre pour le faire, quoi. Et on entretient notre ressource, c'est l'une des rares activités où on entretient notre ressource. C'est-à-dire qu'un vannier il coupe les rejets de châtaignier, de noisetier ou d'osier, et l'année suivante, il y a encore plus de matériaux à récolter. C'est juste fabuleux, quoi. Et rien que ça, déjà, ça a été tout un cheminement de faire prendre conscience aux vanniers qu'ils avaient une activité écologique entre les mains. Et de le revendiquer, c'est aussi l'un des côtés sympas de... Puis je pense que ça permet aussi d'avoir un regard différent sur la nature sauvage autour de nous. Parce que par exemple, là, je vois un beau petit panier que vous avez fait. Et d'ailleurs, on avait fait un stage avec vous sur la fabrication de ruches donc en vannerie sauvage.
Et on est allé dans votre jardin et on a récupéré des ronces. Des ronces, souvent, on pense que voilà, c'est la matière qui nous ennuie et tout ça. Pareil, on a aussi récupéré, on a du cornouiller sanguin qu'on peut utiliser. Nous, on a essayé le lierre aussi, qui a fonctionné. Et en fait, toutes ces matières auxquelles on pense qui sont invasives, envahissantes, en fait, c'est une ressource qui est riche et belle, et ça change notre regard sur la nature aussi. Oui, et on a aussi plus tendance à la protéger, tout à fait. De plus identifier avec ce qui nous entoure. Oui. Et ça, c'est vraiment important de nous remettre dans notre contexte naturel et pas déconnecté. Et puis, ça détend de faire de la vannerie. C'est du yoga. C'est du yoga, quelque part. Ou la méditation. Oui, parce qu'en fait, je suis incapable de rester à méditer. Ouais, c'est une façon de... Assis en tailleur, Mais mais faire de la vannerie, j'en fais pendant des heures sans me lasser. Oui, de se décrocher de tout le reste et rester en relation avec le matériau seulement. Okay. Sans compter que ça en fait des objets qui sont beaux, qui sont chaleureux, qui sont durables. Hein. On utilise un panier qu'a fait ton grand-père. Qui a plus de 40 ans. Voilà, qui a plus de 40 Mais ans. je me souviens, je suis allée avec mon grand-père ramasser l'osier en forêt. Bon, je l'ai vu faire le panier. Et j'ai toujours son panier à la maison. Et il est toujours là, il sert comme au premier jour et il servira encore pendant longtemps. Les plus vieux paniers, que je garde précieusement, ils ont 50 ans. Voilà. Ouais. Et c'est toujours... voilà. Ah oui, c'est incroyable. Super. Enfin, ça dépend lesquels. Il y en a qui sont beaux. Mais c'est sûr que la vannerie aussi, comme le travail du bois, ce qu'on fait aussi en partie, ça nous montre qu'on est capable avec nos mains de faire quelque chose. Et c'est tellement satisfaisant de... Sans passer par la case j'achète. Je voulais dire que c'est tellement important de comprendre que nos mains nous servent de fabriquer des choses. Même si on se dit, bon, un panier, j'en ai pas vraiment besoin, j'en ai ma caisse plastique, etc., ça me sert bien. Mais de rentrer dans la tête que on est capable de faire des choses. Oui. Et ça va nous aider d'avancer vers une autonomie, pas à 100%, mais vers une autonomie générale avec plein de choses. Et on va réussir à oser faire des choses de nos mains, de planter les légumes, aussi qu'on prend confiance en nous, quoi, essayer de se prendre. Hein. Ouais. Toutes ces choses-là, j'ai vraiment l'impression qu'on a un peu... Et en plus, c'est à la fois se faire plaisir, comme tu dis justement, parce qu'on a réussi à faire quelque chose. Et puis faire plaisir aux autres, c'est un cadeau de montrer ce qu'on est capable de faire. Et parfois, les gens, ils sont là, waouh, c'est joli et tout, comment tu as fait. Et de partager le savoir. Donc ça nous met en lien également avec d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment agréable. Cette authenticité, ce besoin de se remettre en lien avec les gens. Et le fait de se dire, oui, on est capable de faire quelque chose de nos mains. C'est vrai que souvent, on est dans le centre mental et moins dans l'utilisation de nos capacités. Oui, on est parti sur je sais pas faire. Et voilà. Ah. Mais comme tu dis, aussi se mettre en lien avec nos voisins, nos amis ou même des gens qu'on ne connaît pas, grâce à ça. Et de là peut naître aussi des échanges, d'autres choses. On redécouvre un peu notre entourage, on se remet en relation. Moi, c'est vrai que je déplore un peu qu'on connaît... Des fois, on ne connaît même plus nos voisins autour de nous. Parce qu'on ne part plus à la boulangerie, etc., comme ça se faisait dans le temps. Et là, ça serait un moyen quand même de retrouver ces relations qui sont vraiment très, très sympas. C'est ce que je dis parfois à nos voisins. Sur même vital, presque. Voilà. Oui, je pense. Ouais. Lorsqu'ils disent « Oh, les ronces, ça m'ennuie et tout ça », je leur dis « Mais regarde le beau panier que j'ai réussi à faire avec les ronces. » Ils me disent « Non, mais c'est de la ronce, c'est pas possible. » Si. Et du coup, ça change le regard qu'ils ont sur... Il y a un mec qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Pour l'amour d'une ronce ». On mettra une photo. Et vous pouvez nous parler aussi de vos activités sur les abeilles. Qu'est-ce que vous faites de beau par rapport à tout? Parce que c'est aussi notre... Je ne l'ai pas dit, mais en fait, je travaille avec Bernard. Oui.
on a une édition presse. Mhm. Donc les 2 revues que tu avais mentionnées tout à l'heure, Ouais. Abeilles en liberté Et le lien créatif. Et le lien, en fait, c'était au début, Bernard a déjà expliqué comment il est arrivé à la vannerie. Et avec la vannerie, il est arrivé aux abeilles grâce aux ruches tressées. Et il a rencontré plein de monde. Par rapport à ça, il a senti un besoin d'information de ces gens, certaines qui s'expriment, mais personne ne les écoute. Et de là est née cette revue Abeilles en liberté, qui s'adresse vraiment à, on peut dire à tout le monde, mais en particulier Aux amoureux des abeilles. des abeilles, aux gens qui veulent un jardin écologique, qui veulent recréer cet équilibre naturel autour des abeilles. Et pas les voir comme un animal domestique exploité. Et donc on travaille, on fait l'édition des 2 revues, Abeilles en liberté. Et le lien créatif. Et le lien créatif. Et donc, tu peux rajouter sur les abeilles. Ben, oui, c'est-à-dire qu'en s'intéressant aux paniers et aux gens qui mettaient les abeilles dans les paniers, on s'est rendu compte qu'il y avait des résultats étonnants au niveau de la survie des abeilles. Mhm. Et petit à petit, moi j'ai eu des abeilles très tôt ici, je les ai perdues avec les varrois et tout ça. Et on s'est rendu compte que c'était peut-être une possibilité, une alternative, que l'habitat en tout cas d'abeilles était précieux et qu'il ne fallait pas les mettre dans n'importe quel type d'habitat. Ah oui. Et que elles étaient sans doute mieux, comme nous on est mieux dans un petit pavillon à la campagne que dans un HLM. Ben, les abeilles elles sont mieux dans une ruche en paille que dans une ruche carrée à cadre qui est un objet d'abord de production. Oh oui, complètement. Voilà. Donc c'est de là effectivement tout. Et puis on s'est rendu compte que j'en ai fait un bouquin, donc les ruches de biodiversité, et on s'est rendu compte que cette pensée-là parlait énormément aux gens, et des gens qui jusqu'à présent n'osaient pas s'exprimer. Parce que c'était mal vu d'avoir des abeilles sans s'en occuper. Il y a beaucoup de gens qui pensent aujourd'hui que les abeilles ne pourraient vivre et survivre que grâce aux actions de l'homme, ce qui est complètement faux. Bon, là, je galère. On se demande comment elles faisaient dans la nature. Hein. Ouais. D'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, on a nous-mêmes expérimenté à la maison. Et en fait, elles ont eu du varroa. Et on a laissé faire. On s'est dit, voilà, dans la nature, elles se débrouillent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on a laissé faire, on a travaillé sur nous. On s'est dit, on ne va pas contrôler, on ne va pas mettre des lanières qui sont extrêmement toxiques pour elles, pour le bois, pour la cire qui rentre dans les éléments. On s'est dit, dans la nature, elles savent faire. Oui, et on s'est dit que notre responsabilité, oui. c'était de préserver les abeilles, de les stresser le moins possible pour qu'elles soient le plus en forme et qu'elles puissent derrière se débrouiller tout elles-mêmes. D'ailleurs, on a eu parfois des ruches. Une ruche, elle a essaimé une année 4 fois. Cette année, on a une ruche qui a essaimé 3 fois. Et en fait, on laisse faire. On récupère les essaims qu'on réutilise ou bien qu'on offre autour de nous. Et voilà. Des gens qui font une apiculture respectueuse. Voilà, ça c'est très très important. Respectueux, c'est vraiment laisser faire l'abeille le maximum. Et on voit en fait, c'est comme nous, au plus on est en forme, au plus elles sont capables de se gérer, de survivre. Donc c'est exactement ce que tu dis, Bernard. Oui, en plus ils vont s'adapter au lieu. Grâce à cette non-intervention, elles vont développer. Waouh! Il est fort, Bernard. Oui, il est rebelle. Hein, normalement, ça va beaucoup plus vite que ça, mais j'ai eu peur de faire un gros crack pendant l'interview, donc je suis allé moi. Et ouais, non, il est vraiment rebelle. Oui, ce que je voulais dire, c'était ils vont développer une résistance qui va inscrire dans leur génétique. Complètement. En fait, c'est comme avant, on a eu les races d'abeilles locales qu'on appelle l'abeille noire. Et eux, ils sont vraiment adaptés à leur environnement. Et ça leur a permis de lutter contre toutes ces invasions de différents petites nuisibles. Mais aussi d'être adaptés à un problème de nourriture, de manque de nourriture. Dans la nature, elles ont toujours un stock, par exemple, de 2 ans de miel. Donc,
en état sauvage, elles vont survivre une famine d'une saison ou d'une année. Mais voilà, bon, on n'a pas besoin de rajouter ce que font les apiculteurs. Mais Vas-y. Entrez. Attends, 2 secondes, voilà. il faut que tu le bloques là. Ouais, mais je l'ai bloqué. J'ai pas dit ce que j'étais en train de faire. Dis-nous Je ce fais que un t'es en petit train de faire. panier. Oui, tu fais du bruit, c'est ça. T'es Je me fais coco. remarquer, voilà. Et pour en revenir aux abeilles, pareil, le frelon asiatique, les gens sont affolés et on peut le comprendre parce que les abeilles sont précieuses. Oui. Pareil, nous avons expérimenté. Oui. Eh bien, on a eu peut-être 10 frelons cette année, mais on se rend compte que lorsque les ruches sont fortes, Oui. ils ne viennent pas s'attaquer. Et lorsque le jardin est très varié, parce que des frelons, il y en a un peu partout dans le jardin, mais ils vont se nourrir dans les fruitiers, et ils vont manger des petits insectes, ils vont manger des fruits. Hein. Elles se sont régalées cette année avec les Ils nous pommes. mangent des pommes, des Ah oui. figues, voilà, Oui, des c'est ça. prunes. Mais quand ils ont toutes ces ressources-là, ils n'ont que très peu besoin d'aller sur les ruches. Donc des ruches fortes avec un environnement qui est riche en fruits, en légumes, et comme ça, elles vont, voilà, ça butine aussi, hein, les frelons, on en a vu. Oui. Sur les On fleurs, en voit bien dans sûr. le lierre, par exemple, Dans sur les le fleurs de Oui, lierre. oui, Oui, bien tout sûr. à fait. Ouais. Donc voilà, donc Mais nous, on a des expériences un peu plus négatives, on va dire, catastrophiques avec le frelon. Et ça m'arrive de piéger. D'accord. Et puis voilà, de toute façon, toutes ces choses-là, on travaille avec du vivant. Donc ce qui se passe à droite ne va pas être la même chose qu'à Bien gauche. sûr. Il faut observer, il faut regarder et puis S'adapter. s'adapter. Voilà. Donc, Oui, et on n'a pas un avis fixe. Surtout dans la revue, on essaye de faire parler des personnes différentes, avec des expériences différentes, des recherches différentes, pour que chacun puisse se forger son idée. On ne va pas dicter, il faut faire ceci, cela. Ça ne marche pas, comme Bernard dit, dans le vivant. On n'a pas notre solution toute faite. Ça dépend de l'endroit, de l'altitude, du climat de l'année, du contexte et de la personne, en fait. Bien sûr. Parce qu'on a aussi notre ressenti, donc on va réagir d'une façon que ne va pas faire l'autre. D'ailleurs, merci de nous avoir accordé l'opportunité de nous exprimer dans la revue. C'était au sujet du frelon. Voilà, on avait fait une vidéo sur le sujet aussi pour partager une expérience là-dessus. Ouais. Et par rapport toujours aux abeilles, tu voulais dire quelque chose? Non, vas-y. Voilà. Il y a un film aussi qui est en salle actuellement, qui va sortir en DVD, en VOD. Donc vous pouvez nous en parler un petit peu? Donc le film s'appelle Être avec les abeilles. C'est un documentaire qui a été réalisé par... nous, on est déjà co-réalisateurs et producteurs. Terran Magazine. Donc Terran Magazine, on n'a peut-être pas dit, c'est Abeilles en Liberté et les liens créatifs. Je suis désolé, on a eu une petite coupure technique. Donc on redémarre sur le film Être avec les abeilles. Et donc tu disais qu'il y avait des témoignages de plein de gens. De plein de gens partout autour du monde qui sont dans cet état d'esprit et qui ont pris conscience qu'effectivement on en fait trop avec les abeilles. Plus on les embête, plus on intervient dans une ruche, moins elles sont solides et capables de résister à toutes les agressions qu'elles subissent de plus en plus aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est aussi le principe des ruches de biodiversité, d'accompagner cette démarche. Et le film fonctionne très bien dans ce sens-là. On a souvent assisté à des retournements assez spectaculaires et des scènes très touchantes d'apiculteurs qui se remettent en cause après avoir vu qu'on pouvait travailler autrement avec les abeilles, qu'on n'était pas obligé d'être très interventionniste et de les manipuler sans arrêt. De toute façon. Et moi je trouve que de plus en plus il y a une vraie prise de conscience un éveil. de ça. Que ce soit des abeilles, que ce soit la nature en général. La nature en général, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est le mouvement. C'est ce mouvement qui dénonce toute la maltraitance animale. Et clairement, l'apiculture a toujours joué d'une aura très bénéfique.
sans qu'on se rende compte des dérives de l'apiculture industrielle, Oui. où là, on peut vraiment parler de maltraitance animale aussi, quoi. Oui, Parce au que même quand on titre que coupe, des poulets de batterie. Quand on coupe une aile à la reine pour pas qu'elle essaime ou que les seins tombent devant la ruche, c'est de la maltraitance animale. Quand on tue les reines pour les remplacer par d'autres reines qui viennent de l'autre bout du monde, Ouais, là, c'est pas normal, etc., etc. Il y a comme ça tout un tas de pratiques qui ne sont pas du tout vertueuses. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de méconnaissance des personnes. On avait été formés effectivement à une apiculture plus industrielle, et puis on s'est posé des questions, on s'est dit mais il y a un truc qui ne va pas là. Ça ne nous correspondait pas. Ça ne nous correspondait pas. Donc on l'a fait autrement. Voilà, on a appris, on s'est posé des questions. Et ça marche. Et ça fonctionne. Voilà, ouais, c'est clair. C'est vrai que le grand public a toujours une vision positive de l'apiculture, parce qu'on voit toujours le pot de miel avec la ruche en paille sur l'étiquette. Et dans nos têtes, on a envie de croire que ça se passe comme ça, tout en douceur. Mais en fait, là, dans ce film, on découvre un peu les coulisses sans insister dessus. Je trouve que la grande partie du film est quand même des exemples de solutions. Il y a par exemple quelqu'un qui montre comment faire une agriculture et une apiculture en cohérence. Et on voit qu'il plante les rangées d'arbres mellifères et il exprime aussi les problèmes. Hein. Il dit voilà, c'est pas au point, on n'était pas bien avec le mélange des graines, etc. Mais c'est tellement sympa à voir quand tu vois la personne qui est positive, qui a envie d'aller vers l'avant, de faire mieux et qui dit trouver voilà, des solutions. Voilà, j'ai une mortalité très basse de mes ruches. C'est super. Ouais. Oui. Et ça donne envie. En plus, voilà, lui, je pense qu'il est heureux de manger son miel. Oui, oui, c'est sûr. Ouais. Être avec les abeilles, c'est un film qui donne beaucoup d'espoir. Donc c'est intéressant. Ouais, c'est clair. Par rapport à ça, et voilà, malgré que la situation soit plus que dramatique, il y a beaucoup d'espoir de s'en sortir. C'est le côté positif, c'est que une situation dramatique, ça amène à de la prise de conscience et on revient vers quelque chose de plus naturel, quelque chose qui respecte plus la nature et nous. Et puis il y a aussi les abeilles sauvages, on en parle un petit peu moins, mais elles sont là, elles sont présentes. On en a plein dans le tas de sable chez nous. On les photographie, on les regarde. Elles sont dans les plantes, justement, on tombe peu pour laisser les plantes sauvages parce qu'elles se nourrissent de petits pissenlits jaunes là et elles se régalent. Donc voilà. Parce que l'abeille mellifère, en fait, c'est la représentante de tous les insectes, et les autres et de toute la vie sauvage. Et la biodiversité. Voilà, mais elles sont loin d'être tout seules et tous sont importants. Ouais. Oui, c'est un peu l'abeille sauvage, c'est un peu le symbole des pollinisateurs, l'abeille mellifère. Mais en fait, elle est juste représentative pour ce groupe en fait de tous les pollinisateurs. Oui. Et c'est vrai que nous on a choisi dans la revue ou dans le film l'exemple, mais c'est juste il faut choisir quelque chose pour pas dénoncer des dérives, mais un petit peu quand même de créer cette conscience de mettre les choses en route pour la protection. Proposer autre chose, oui. Ouais. En fait, on s'est rendu compte que c'est la connaissance qui fait le changement. Parce que même nous, il y a 10, 20 ans, on n'était pas au courant de tout ça. Mais c'est en s'intéressant, en apprenant, en connaissant. Et merci pour tous les messages que vous passez. Parce que ça éveille les consciences. Et quand les gens sont en connaissance, ils sont plus dans le choix. Ils ne sont pas juste dans... En fait, ils ne savent pas. Donc peut-être en le sachant, ils verraient les choses autrement aussi. Et ça, vous y participez grandement. Et justement, comme tu dis, il faut qu'on arrive à proposer autre chose. Et vous proposez autre chose tous les deux avec un événement qui va arriver bientôt. Oui, donc on est en train d'organiser avec une équipe nationale un événement qui s'appelle Sacrées Abeilles, qui aura lieu en août prochain, les 19 au 21. On va faire 3 jours à Fontvieille, dans le Gare.
Merci. Au-dessus de Arles, c'est au-dessus de Arles. Voilà, c'est déjà le village, il est super. On a fait déjà 2 voyages pour visiter les lieux. C'est très très accueillant comme lieu. Et cette fête va représenter aussi des choses qu'on vient de dire, Oui. autour de la revue, du film, toutes ces problématiques. On va inviter plein de conférenciers, on va montrer plein de ruches alternatives, plein de modèles. Super. Et il y aura des événements vraiment autour de l'abeille, vraiment de l'abeille. Le thème va être l'abeille et pas l'apiculture. Pas l'exploitation de l'abeille. Voilà. Avec nos partenaires, donc, qui sont nombreux et variés, dont des apiculteurs, plusieurs professionnels. Il y a aussi le mouvement des biodynamistes et tout ça. On a créé une association qui s'appelle Donnons la parole aux abeilles, qui a un site internet qui est en train de se mettre en route là, et sur lequel vous pouvez trouver toutes les infos. On est, je crois, une quinzaine d'individus à l'origine du projet. Oui, c'est juste passionnant. Parce qu'effectivement, il y a cette confrontation entre les points de vue, on a tous un peu nos parcours différents, nos cheminements différents. C'est très très riche. Le programme sera très très riche grâce à cette diversité je vais dire de créateurs, mais je sais pas. Oui, ça va vraiment être une gamme de ce projet. Voilà, une gamme très ouverte de thématiques autour de l'abeille. On parlera d'apiculture naturelle, mais aussi de pollinisateurs. Et d'ailleurs, je vais vous confier un secret. Je connais Bernard et Christina. Je les ai rencontrés il y a 2 ans maintenant, quelque chose comme ça, sur un salon à Céré qui avait à peu près le même état d'esprit. Et voilà, on a créé du lien et ça, c'est super. C'était à la vanille, alors. C'est ça, non? Non, c'était sur des abeilles à Céré. Ah oui, avec Permaterra. C'est ça, tout à fait. Donc on s'est rencontrés. Le courant est bien passé, et puis quand j'ai vu le stand avec tous les livres, j'avais envie de tout acheter. Je m'éloigne un petit peu. Finalement. Tout de suite que je suis dangereux. Donc non, si jamais vous voulez vous joindre à nous, on va mettre les liens comme ça. Oui, te mettre les liens Sacré Abeille, parce que ce serait bien, oui, de agrandir notre cercle et chacun peut ça, apporter... on mettra tout ça dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez avoir les liens vers les événements, vers le film, vers les magazines. Donc, puis ça sera l'occasion de vous rencontrer aussi en vrai, ce qui est encore mieux. Ah bon? Oui. Mon Dieu. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à la vannerie, les abeilles, les orties, les éditions? Parce que vous faites tellement de belles choses que... On a une petite activité aussi d'animation de stage, comme tu disais. On fait des stages de vannerie de ruches. Oui, c'est où on avait participé. Voilà, ou de vannerie sauvage. On accueille un petit groupe ici à Téhéran. On collecte les matériaux dans la nature autour. Et donc, on a une association qui s'appelle Téhéran, Terre de Partage. Téhéran, comme le lieu dit, est terre de partage. Et il y a un site internet, on peut trouver des infos, des dates de stage, etc. Et même nos partenaires, il y a Nicolas, par exemple, qui travaille le bois, qui propose des stages vraiment très bien. J'ai déjà fait un stage pour faire une cuillère, par exemple, une cuillère en bois. C'est pareil, c'est super satisfaisant d'avoir sa cuillère. Il faudra nous montrer un petit peu les objets qu'on a fait soi-même. Des objets que c'est précieux. Oui, faites. C'est vraiment bien. On ira à l'atelier un petit peu plus tard, comme ça on collectera de belles images pour vous montrer ce qui est possible de faire. Ok. Voilà. Et peut-être ce serait intéressant que vous disiez ce que représente le bonheur pour vous et puis ce qui vous procure du... Ce qui vous rend heureux au quotidien. Ce qui vous rend heureux au quotidien. Ben, pour moi, le bonheur, c'est au quotidien surtout, par exemple, quand j'ai réussi à faire un repas sans passer par la case de supermarché. Déjà, je suis
Quelque chose me dit que ça va être le cas aujourd'hui. Après, pour élargir, parce que c'est quand même assez compliqué, même le pain qui est fait par mon voisin, ça marche très bien aussi. Je suis très contente, ça me fait du bien. Et le bonheur en général, c'est vraiment faire des choses qu'on a vraiment envie de faire, de se chercher au fond de soi-même et de ne pas écouter autour ce qui est dit, ce qu'il faut faire, ce qui doit être, etc. C'est vraiment... C'est pas satisfaisant, on ne se retrouve pas. Et une dernière chose, j'aimerais bien qu'on commence aussi à réfléchir tous à bien interpréter les informations qui nous arrivent et de redevenir sensé, raisonnable. Ça ferait tellement plaisir aussi et ça va nous faire nous retrouver à un niveau réel et véritable. On se rend compte là-dessus là aussi, il y a beaucoup de prise de conscience, d'éveil, ça bouge de façon positive. Oui, ben on voit bien dans vos vidéos et tout, on a quand même quelques indications là-dessus. Tu vas faire un comme ça? Oui. Tu l'as pas dit? Non, ouais, je dis. Voilà, comme ça, on sait ce que tu fais. Donc tu fais une nonce. Normalement, ça va beaucoup plus vite. Hein. Là, je suis très... Tu es concentré, tu fais deux choses. Très prudent, parce que j'ai pas envie de le péter devant la caméra. On a son orgueil, merde. Et toi, Bernard, quel est le bonheur pour toi? Il y a tellement de définitions au bonheur. Je crois que le tronc commun, par exemple, entre la vannerie, entre la paysannerie, entre l'écriture, entre les abeilles, qui fait partie de tout ça, c'est la capacité à s'émerveiller. Et j'aime bien, c'est une belle définition. Un ami, quelqu'un qu'on ne connaissait pas et qui est devenu un ami, Benoît, qui a fait un petit sujet sur mon parcours. Et on l'a intitulé l'aventurier de l'ordinaire. Et c'est voilà, mon bonheur, ça a été de profiter chaque instant et sans aller loin. J'aime bien voyager, hein, je ne critique pas ceux qui le font. Mais voilà, sur ma petite ferme, j'ai eu tellement de possibilités de m'émerveiller qui étaient autant de bonheur. Puis après, voilà, les rencontres, la transmission. Enfin, la vie, c'est que du bonheur. Et si vous aviez un mot de la fin, voilà, ça serait un message à passer aux personnes à ceux qui nous écoutent. Un mot de la fin. Le repas est prêt. Ça me paraît un bon mot. Oui, je pense que je me suis déjà exprimée tout de suite là. C'est vrai que les choses simples sont vraiment importantes. Et ce que je m'aperçois là, c'est rien que sortir, de sentir l'air, de observer les nuages, l'état des montagnes. On a vraiment besoin, il ne faut pas hésiter de sortir, même si vous n'avez que 5 minutes, juste jeter un regard autour de vous. On en a besoin et vous allez comprendre au fur et à mesure que c'est vraiment quelque chose qui va vous nourrir et que ça va aller mieux après. La reconnexion à la nature. Oui. Nous, on se rend compte que ça va nourrit. Oui. Vas-y. Une autre suggestion à faire, pas un conseil, je ne veux pas être donneur de leçons, mais c'est oser franchir le pas. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup réussi. J'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Ça, c'est important. Et je ne me suis jamais plié à des injonctions sociétales qui me disent il faut avoir un salaire, il faut avoir 30 hectares pour être agriculteur. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est beaucoup de chance, hein, c'est très instinctif comme démarche. Mais je sens bien à quel point aujourd'hui ça a pu me porter et me nourrir. Et je pense que c'est beaucoup grâce à ça. J'ai changé plein de fois d'activité principale qui me permettait de gagner ma croûte. À chaque fois, c'était un choix et à chaque fois, ça a marché. Donc voilà, oser franchir le pas. La période s'y prête plus que jamais. J'aime beaucoup la petite phrase qui est aussi en leitmotiv pour moi, c'est « qui ose gagne ». Et alors, voilà, j'ai osé vous appeler pour vous demander une interview. On s'est dit, bah voilà, avec Jacques, on va passer les bords, on va leur demander s'ils sont OK. Et voilà,
oser se mettre en lien, oser voilà, se connecter à la nature, oser être bien avec soi aussi. C'est un beau message. Ouais. Merci Bernard. En Merci. tout cas, Merci. merci Christina, merci Bernard. C'est très inspirant, je pense. Et, on vous souhaite beaucoup de bonheur à tous et on vous dit à bientôt. À très bientôt. Merci, à bientôt.